Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue dans cet nouvel épisode d'Histoire de Poney. Je suis Tunker Knight et la fanfiction d'aujourd'hui concernera la talentueuse et ravissante Octavia Melody. Vous verrez que dans cette fanfiction, avant de devenir une violoniste talentueuse, Octavia avait un mystérieux mentor. La fanfiction se nomme La musique de Man Reichzahn et a été créée par Hans. Sur ce, je vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Octavia hésitait longuement à le faire, mais après l'incident qu'elle venait d'avoir avec Vinyl, elle n'avait plus le choix. Ce qu'elle regrettait surtout, c'était la réaction violente qu'elle avait eue envers son ami. Avec le recul, elle aurait préféré lui expliquer les choses calmement. Mais rien qu'à l'écoute de ses premières notes qu'elle reconnut aussitôt, son cœur se figea dans une terreur qu'elle espérait depuis longtemps oublier. Après ce qui s'était passé, Vinyl s'est enfermé dans sa chambre en claquant la porte. Cela fit beaucoup de peine à Octavia, mais après tout, quoi de plus naturel après ce qu'elle avait fait. Finalement, la jument grise s'installa à son bureau, prit une feuille vierge qui traînait parmi ses partitions, ainsi qu'une plume, puis prit une grande inspiration. C'était dur de devoir se remémorer ce moment de sa vie, mais il était nécessaire de le faire afin que Vinyl comprenne pourquoi elle a réagi ainsi. Ma chère Vinyl, avant tout, je te demande pardon de m'être mise autant en colère quand tu as commencé à jouer cette musique sur ta table de mixage. Et je m'en veux énormément de t'avoir crié dessus, puis renversé ton matériel au sol. Je ne doute pas un seul instant que, lorsque tu as pris cette partition de ma chambre pour l'interpréter à ta façon avec tes basses, synthétiseurs et table de mixage, tu fus animé de bonnes intentions. Mais hélas, de toutes les partitions que tu aurais pu choisir, celle-ci fait partie de celles que l'on ne devrait jamais avoir à jouer. Afin que, je l'espère, tu comprennes mieux ma réaction, je vais te raconter les circonstances dans lesquelles j'eus connaissance de cette étrange mélodie. Il y a quelques années de cela, j'entrais au conservatoire de Canterlot. J'étais bien sûr trop heureuse de pouvoir enfin étudier la musique dans la meilleure école d'Equestria. Mais venant d'une modeste famille de poneys terrestres, mes parents, auxquels les frais d'inscription coûtèrent déjà beaucoup, ne purent me payer un logement dans l'internat du conservatoire. Je dus donc me contenter d'un logement modeste dans les quartiers pauvres de Canterlot. C'était dans une de ces rues miteuses où tous les commerces ont fait faillite, où les indésirables faisaient tache à la cité et étaient exilés. La maison dans laquelle je logeais était en bois et rafistolée de partout. Je me demande toujours par quel miracle elle tenait debout. Le propriétaire de la maison, un vieux étalon à la crinière grisonnante nommé Blondeau, me loua pour une modique somme une petite chambre située à l'avant-dernier étage. C'était une toute petite chambre avec juste la place pour un lit, une armoire et un lavabo. Mais cela ne m'importait guère, tant qu'il y avait de la place pour mon violoncelle, j'étais heureuse. Lors de ma première nuit dans cette chambre, j'entendis un son qui venait du dessus. D'abord je pris ça pour des miaulements de chat, puis à mieux écouter, je reconnus les sonorités d'un violon. Je me disais que celui ou celle qui habitait l'étage du dessus devait être un véritable virtuose, car son jeu était à la fois d'une complexité et d'une harmonie que j'avais rarement entendue. Mais paradoxalement, cette mélodie me mettait un peu mal à l'aise. Comme s'il émanait quelque chose de malsain de ses notes. Pendant plus d'une semaine, j'écoutais chaque nuit cette étrange musique qui me fascinait autant qu'elle m'inquiétait. Bien évidemment, je demandai au vieux Blondeau qui logeait au dernier étage. Il me répondit qu'il s'agissait d'un certain Man Reichzahn, mais il ne put rien m'apprendre de plus sur lui, excepté qu'il était violoniste et qu'il n'avait jamais eu de loyer de retard. Finalement, je laissai ça de côté, me concentrant sur mes études. Lors du cours d'histoire de la musique, donné par Miss Crescendo, j'eus une idée. À la fin du cours, je demandai à mon professeur si elle avait connaissance d'un violoniste répondant au nom de Man Reichzahn. Elle me répondit qu'elle le connaissait en effet, c'était un des compositeurs et violonistes les plus talentueux du royaume. Étonné, je lui demandai pourquoi il n'était pas aussi connu que les autres grands musiciens d'Equestria. À cela, la licorne rose à la blonde crinière me répondit que le Man Reichzahn avait toujours été quelqu'un de discret. Surtout depuis son retour d'un voyage bien au-delà des frontières du royaume. J'appris également que, pour des raisons encore inconnues de tous, il avait perdu l'usage de la parole après ce voyage.
Comme tu t'en douterais, ces révélations ne firent que piquer ma curiosité. Un soir, alors que je rentrais des cours, je pris mon courage à deux sabots et montai au dernier étage. D'une patte tremblante, je frappai à la porte de Manor-e-Zan. J'avoue avoir agi sans réfléchir, mais il fallait que je rencontre cet artiste talentueux. La porte s'entrouvit, laissant apparaître un étalon licorne assez âgé. Il était de couleur bleu nuit, tandis que sa crinière était gris foncé. Sa cutie marque représentait une clé de fa. Il me fixait de ses yeux ternes, presque blancs, et moi un peu intimidé par lui, je parlais avec une boule dans la gorge. Je lui expliquais que j'étais sa voisine du dessous, que j'étudiais au conservatoire de Canterlot, et que j'avais entendu parler de lui et m'intéressais à ses travaux. Il s'écarta de la porte et me fit signe d'entrer. Je fus soulagé de voir que je n'avais pas l'air de l'importuner. Sa chambre n'était en réalité qu'un grenier réaménagé. L'unique fenêtre semblait condamnée car tout était éclairé à la bougie. L'ameublement ne comportait qu'un lit, un bureau, un pupitre et une petite bibliothèque remplie de partitions et autres ouvrages. D'un signe du sabot, il m'invita à m'asseoir sur le fauteuil poussiéreux de son bureau, pendant qu'il s'installa face à son pupitre. Sa corne s'éclaira d'une lueur blanchâtre, tandis qu'une aura de la même couleur enveloppait un violon qui vint à lui. Il positionna l'instrument sous son menton, tenait les accords d'un sabot et l'archet de l'autre. Lorsqu'il commença à frotter les cordes, je fus comme transporté dans un autre monde. C'était un grand virtuose. Il repoussait les limites de la musique pour offrir à chaque note une saveur unique. Ses ballades joyeuses me faisaient sourire, tandis que ses mélodies plus lentes et mélancoliques m'arrachaient quelques larmes. Mais étrangement, il ne joua pas de cette étrange musique que je l'entendais jouer tous les soirs. Cela m'importait peu sur le moment, car j'étais déjà trop heureuse d'avoir eu droit à une représentation privée de ce génie. Quand il eut fini, j'applaudis vigoureusement des sabots, pendant qu'il s'inclina humblement devant le modeste auditoire que j'étais. Je le remerciai à maintes reprises, mais fus stupéfait lorsque, pour toute réponse, il me désigna son pupitre ainsi que mon violoncelle que je portais au dos. Avec un sourire chaleureux, qui contrastait avec son apparence sombre, il m'invita à jouer pour lui. Très nerveuse, je m'exécutai et donnai le meilleur de moi-même. Durant toute ma représentation, il resta silencieux et neutre. Impossible de savoir si ce que je jouais lui plaisait ou non. Quand j'eus fini, il se leva pour s'installer à son bureau, il saisit une plume et une feuille avec sa magie, puis écrivit. Lorsqu'il eut fini, il fit flotter le document sous mes yeux que je saisis. Il avait écrit que j'avais du potentiel, mais encore beaucoup à apprendre, et que si je le désirais, il pouvait m'aider. Ce fut avec une joie immodérée que j'acceptai. Devenir l'élève d'un maître tel que lui, j'aurais payé tout l'or du monde pour ça. C'est ainsi que tous les week-ends, je les passais en compagnie de Manor-e-Zan, qui m'aidait pour mes devoirs ainsi que pour perfectionner mon style. Il communiquait toujours par écrit ou geste, mais on se comprenait et je voyais en lui un excellent mentor, sans doute le meilleur que j'ai jamais eu. Mais j'entendais toujours cette étrange mélodie tous les soirs. Cela m'obsédait et m'empêchait de dormir, tant elle était envoûtante ou effrayante. À vrai dire, je ne savais toujours pas déterminer l'effet que cette musique avait réellement sur moi. Cela était si ambigu. Chaque nuit, je me promettais de demander à Manor-e-Zan des explications sur cette musique surnaturelle qui jouait tous les soirs. Mais à chaque fois que je me retrouve face à lui, une sorte de gêne m'en empêchait. J'avais réussi à gagner sa confiance au point qu'il me fasse de moi son élève. Je ne voulais pas qu'il s'imagine que je l'espionne. Le temps passa, et j'arrivai rapidement à la fin de ma première année d'études au conservatoire. Et l'examen final approchait à grands pas. Cette épreuve consistait à jouer d'une composition de son choix devant un jury. Les membres de ce jury différaient selon les élèves en fonction de leur instrument ainsi que des options qu'ils ont choisies en début d'année. La composition du jury était révélée aux candidats une semaine à l'avance par courrier. Lorsque je reçus le mien, j'en croyais à peine mes yeux. Manor-e-Zan en personne ferait partie de mon jury avec d'autres artistes et compositeurs. L'excitation fit place au stress et à l'appréhension. Car si je me sentais à l'aise d'avoir une personne que je connaissais dans le jury, cette personne était aussi mon mentor. Et la dernière chose que je voulais, c'était de le décevoir. Il fallait que je choisisse une œuvre parfaite à interpréter pour cette épreuve.
Pas seulement pour réussir mon examen, mais aussi pour prouver à Manuel Zan que j'étais digne d'être son disciple. Comme tu t'en douterais, l'année qui suivit l'arrivée de ce courrier fut blanche pour moi. Je me fatiguais les yeux sur 1001 partitions que je connaissais, ne parvenant pas à en trouver aucune qui soit assez parfaite pour l'effet que je voulais donner. Puis la réponse me vint à l'esprit, ou plutôt aux oreilles. Les premières notes d'une musique que je connaissais bien, car elle hantait toutes mes nuits, me parvirent du plafond de ma petite chambre. Cela m'a paru comme une évidence. Comment mieux impressionner mon mentor qu'en jouant cette mélodie étrange déviant toutes les logiques de la composition? Durant toutes les nuits précédant mon examen, je tendais l'oreille et traduisis le son sur le papier. Après de nombreux efforts, je parvins enfin à faire une partition exacte. Le grand jour arriva enfin. J'étais nerveuse mais confiante. La salle servant pour l'examen était une des grandes salles de concert, utilisée pour les représentations d'orchestres symphoniques ou les opéras. La noblesse de Canterlot, ainsi que Célestia en personne, ont déjà siégé dans ces balcons et fauteuils de velours rouge écarlate. Mais à ce moment-là, mon public n'était composé que de 3 personnes. Un poney terrestre critique de la revue musicale de Canterlot, un Pégase compositeur, et enfin, Manuel Zan. Je pris une grande inspiration, puis me tins en place avec mon violoncelle. Quand le jury me donna le signal, je commençai ma prestation. Je fus heureuse de voir que mes entraînements avaient porté leurs fruits, car je parvenais à bien retranscrire cette mélodie aussi envoûtante qu'inquiétante. Le terrestre et le Pégase semblaient à la fois intrigués et désorientés. Je m'y attendais. En revanche, je n'avais pas du tout prévu que Manuel Zan réagisse de la sorte. Je parvenais seulement à la fin du premier couplet qu'une lueur blanchâtre entoura mon instrument qui s'échappa de mes sabots. Ne comprenant pas ce qui se passait, je tournai mon regard vers Manuel Zan dont la corne luisait de la même lueur tandis que son visage était crispé d'une expression de colère inimaginable. Sans faire un signe ou donner un semblant d'explication, il quitta la salle en claquant la porte derrière lui. Je me retrouvai ainsi seul sur la scène, pleurant à chaudes larmes. Les autres membres du jury, compatissants, se mirent d'accord pour que je repasse l'examen une autre fois, étant donné les circonstances indépendantes de ma volonté. Mais je n'avais que faire de leur pitié. La seule chose que j'avais retenue, c'était que j'avais déçu mon mentor. À la fin de la journée, je rentrais chez moi en traînant des sabots. Mais avant de regagner ma chambre, je voulais au moins m'excuser auprès de mon maître. Je voulais qu'il sache que je ne voulais pas lui manquer de respect ou le déshonorer. Quand j'arrivais à sa porte, je sentais que l'air s'était rafraîchi. Quand je toquais à sa porte, il me répondit aussitôt. À mon grand soulagement, je voyais que toute la colère avait quitté son visage. Mais en revanche, il semblait tellement fatigué. J'aurais voulu lui dire que j'étais désolé, que je n'avais aucune autre intention que de me montrer digne de lui. Mais tout ce qui sortit de ma bouche furent des sanglots arrosés de larmes. Il mit un sabot sur mon épaule et m'invita à entrer. Lorsque je fus à l'intérieur, je sentis que l'air était vraiment devenu frais. Mais je n'apportais aucune attention pour le moment. Il m'invita à m'asseoir, pendant qu'il prit une plume et une feuille avec sa magie. La pointe de la plume grattait fiévreusement. Quand il eut fini, il me tendit son message. Il m'expliqua qu'il ne m'en voulait pas, mais que cette musique n'était pas faite pour être jouée devant les habitants de notre monde. Lors de son voyage en dehors des frontières d'Equestria, il avait vu des merveilles, mais également des horreurs. Cette musique faisait partie des choses qu'il avait ramenées de son voyage. À la fin de ce message qu'il venait à la hâte, il me pria d'être patiente, car il allait m'expliquer en détail pourquoi cette étrange mélodie ne devait en aucun cas être jouée devant des êtres pourvus d'une âme. Quand je finis de lire ce message, je vis qu'en effet, il en écrivait d'autres. En quelques minutes, il avait déjà accumulé une petite pile de 5 feuilles, chacune couverte d'une écriture qui trahissait la panique et l'angoisse. Étrangement, il n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil paniqué vers la fenêtre condamnée. J'étais à la fois intrigué et impatient de connaître enfin la vérité sur cette étrange musique venue d'ailleurs. Et je ne comprenais pas pourquoi Manuel Zan mettait un tel tabou sur une musique que lui-même jouait toutes les nuits. Soudain, les planches masquant les fenêtres se mirent à trembler.
Le froid devenait de plus en plus intense, et une étrange odeur commençait à se faire sentir. Manrisan écrivait de plus en plus vite, le front perlé de gouttes de sueur. Sur son visage se lisait une terreur et une angoisse intense. Et moi-même, je commençais à avoir très peur sans savoir pourquoi. Comme poussé par une force venue de l'extérieur, les planches qui maintenaient la fenêtre fermée volèrent en éclats. Une bourrasque glacée envahit la pièce, et une répugnante odeur remplaça l'air. C'était une odeur infecte et infâme, et pourtant semblable à rien de ce que j'ai jamais pu sentir de ma vie. Manrisan bondit de son bureau, prit son violon et joua la mélodie interdite. Mais cela était différent des autres nuits. Là, son jeu était à la fois fantastique, délirant, hystérique, tandis que son visage restait crispé dans une expression de peur primaire. Lorsque je jetai un coup d'œil vers la fenêtre, celui-ci m'offrit un paysage surnaturel. Le néant cosmique peuplé d'étoiles et de nébuleuses s'offrit à moi. La bourrasque glaciaire emporta les notes de Manrisan, et avec elle mes dernières chances de comprendre ce qui allait suivre. Mon mentor continuait à jouer avec l'énergie du désespoir. Il allait mourir d'épuisement. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, peut-être ai-je agi par instinct, mais j'ai pris mon violoncelle et joué cette mélodie infernale en duo avec mon maître. Si on met de côté les conditions infernales et horribles dont se déroulent les choses, ce fut mon plus beau duo en tant que musicienne. Nous jouâmes face à un néant glacial dont émanait toujours cette immonde odeur. Plus tard, j'entendis une autre mélodie qui répondait à la nôtre. Je n'en suis pas sûr, mais cela ressemblait à des flûtes. Mais cette mélodie était tellement chaotique. Soudain, Manrisan secoua mon épaule, et il me montra mes yeux avec son sabot, avant de se cacher les siennes. Je compris trop tard qu'il me demandait de cacher mes yeux. J'ai vu ce qu'il y avait réellement au-delà de la fenêtre et du vide cosmique. Pardonne-moi, Vinyl, mais je ne pourrais pas te décrire ce que j'y ai vu. Les contours de cette chose n'obéissaient à aucune loi de la nature. C'était tout simplement une chose impue, une abomination. J'aurais préféré être né aveugle plutôt que d'avoir entrevu cette horreur sans nom. Je sentais que cette chose m'attirait vers elle. Je ne pouvais pas bouger. Le froid avait gelé mes sabots qui se crispaient sur les cordes et l'archet de mon violoncelle. Je ne pouvais rien faire, à part sentir les larmes glacées qui coulaient le long de mes joues. Par Célestia, Vinyl, tu n'imagines pas à quel point c'est dur pour moi de me souvenir de ce moment. Puis soudain, Manrisan me donna un violent coup de sabot sur le flanc, qui me propulsa de l'autre côté de la pièce. Je ne l'aurais jamais imaginé une telle force pour un étalon de son âge. Dans ma chute, ma tête heurta le pupitre. Tout ce que je vis avant de m'évanouir fut mon mentor qui continuait à jouer avec rage et passion, comme si chaque note fut un coup porté à un ennemi invisible. Puis, ce fut le trou noir. Quand je repris conscience, la fenêtre était à nouveau fermée. Il n'y avait plus de froid glacé, ni d'odeur immonde, mais il n'y avait également plus de Manrisan. Il ne restait plus que son violon qui gisait par terre. Complètement perdu et paniqué, j'ai d'abord cherché naïvement une trace de sa présence avant de me rendre à l'évidence. Il avait disparu, certainement rattrapé par la chose immonde qui venait de la fenêtre. Je ne saurais dire le comment du pourquoi, mais je reste certain qu'il s'est sacrifié pour moi. Sinon, pourquoi m'aurait-il poussé avant de se jeter dans un ultime assaut avec son violon? Je signalai sa disparition à la garde royale. Bien évidemment, je n'ai jamais raconté à qui que ce soit les événements dont je fus témoin. J'ai moi-même du mal à croire que ce qui s'était passé. Alors, imagine si je raconte ça à d'autres poneys. Actuellement, l'enquête sur la disparition de Manrisan est toujours au point mort, et peut-être même abandonnée. C'est sans doute mieux ainsi. Après cela, j'ai repassé mon examen de fin d'année, que j'ai réussi. Et grâce à la bourse d'études que j'ai obtenue après ma réussite, j'ai pu quitter mon ancien logement. Ce fut un grand soulagement, car chaque nuit je redoutais d'entendre à nouveau cette musique maudite. La suite tu la connais, j'ai emménagé au centre de Canterlot, en colocation avec toi. Tu te demandes certainement dans ce cas, alors pourquoi avoir gardé cette partition si cette musique était si dangereuse? J'avoue avoir souvent eu envie de coller ce dernier vestige de l'art dégénéré qui existe au-delà des limites d'Equestria. Mais paradoxalement, c'est la dernière chose qui me restait du meilleur mentor que j'ai jamais eu.
Et puis mon instinct me dit que cette musique pourrait être la seule arme que l'on aurait, si une de ces choses refaisait surface. Je prie chaque jour que Célestia fait pour ne pas avoir à en faire usage de la sorte. Voilà Vinyle. Tu connais à présent une partie de ma vie que je n'ai jamais révélée à personne, jusqu'à maintenant. J'espère que tu comprendras mieux pourquoi ma réaction fut aussi violente. Et je m'en excuse une fois de plus. Avec toute mon amitié, Octavia. La musique de Manrizan par Hans. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin, et comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai fait récemment l'acquisition d'un nouveau micro, qui m'aide beaucoup pour les fanfictions d'ailleurs. J'ai mis dans la description comme d'habitude le lien de la fanfiction, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire de Poney, et bonne journée, ciao.